Il arriva au Vietnam avec un bloc-notes, une doctrine et une poitrine couverte de médailles. Le colonel Howard Lancaster, diplômé de West Point, commandant décoré, vétéran des LRRP et de l'AIRCAV, avait lu chaque page de chaque manuel que le Pentagone avait jamais produit. Pour lui, la guerre était une fonction, E égale M fois R, efficacité égale machinerie multipliée par routine. Il croyait à l'acier et au système, à la puissance de feu, à la logistique et aux nombres écrasants. Et par-dessus tout, il croyait au contrôle depuis les airs. Vu du ciel, le Vietnam ressemblait à quelque chose de conquérable, un théâtre d'opération où la guerre pouvait être menée proprement, en zone, en phase, selon un calendrier. Mais cette illusion se dissipa rapidement sur le terrain, surtout quand le terrain n'était pas un champ du tout, mais une jungle épaisse et pourrissante où même les hélicoptères hésitaient à stationner. En 1969, le colonel Lancaster demanda une tournée d'observation de courte durée auprès des éléments de reconnaissance alliés. Il voulait voir comment opéraient les autres nations, en particulier les Australiens, dont on disait qu'ils faisaient les choses différemment. Dans la province de Phuc Tuy, il s'attendait à des éclaireurs de second ordre avec des accents britanniques. Ce qu'il obtint fut une fissure dans toute sa vision du monde. Le jour de son arrivée à Nui Dat, la base australienne, il se tint devant un petit hangar, les bottes cirées, l'arme de côté bien ajustée et ses ordres nets dans une chemise cartonnée. Il fut accueilli par un officier de transport de la RAF qui se contenta de dire « Il vous attend dans lisière de la forêt ». Pas de cortège motorisé, pas de réseau radio, pas de salle de briefing, juste des arbres. Il marcha vers la jungle et les vit, 5 hommes, sales, silencieux. L'un d'eux avait scié le canon de son fusil L1A1 presque en deux. Un autre ne portait ni radio visible, ni casque, ni insigne de grade. Ils ne saluèrent pas, ne parlèrent pas. L'un d'eux se contenta de pointer du doigt et commença à marcher. « Où est votre opérateur radio ?» demanda le colonel, s'attendant au moins à un RTO de terrain ou à une équipe de soutien en arrière. « Vous le regardez, sœur, » répondit le plus grand sans ralentir. Il n'eut pas de mots pour ce que ressentit Lancaster à cet instant, seulement une brève pause dans sa foulée. Il était venu attendre une démonstration de soutien allié. Ce qu'il obtint fut le début d'une patrouille de 4 jours qui allait défier tout ce qu'il pensait comprendre de la guerre, de la survie et du sens de l'efficacité. Et ainsi, bloc-notes en main, bottes encore trop propres, le colonel suivit 5 fantômes dans le bush. Le colonel Howard Lancaster n'était pas un imbécile. Ce n'était pas un théoricien de bureau prétendant connaître la guerre. Il avait servi avec les Long Range Reconnaissance Patrols en Allemagne et avait volé comme observateur avec l'air cavalerie au premier jour du Vietnam. Il avait goûté au combat, il avait perdu des hommes. Mais il croyait encore que la guerre pouvait être systématisée, décomposée en résultats prévisibles, comme de l'ingénierie. Il ne rejetait pas la guerre en jungle, il croyait simplement qu'elle pouvait être optimisée. Les Australiens, pour lui, étaient particuliers, courageux, professionnels, mais non évolutifs. Ils opéraient en petites patrouilles, se fiaient à l'instinct et à l'improvisation. Pour Lancaster, c'étaient des reliques d'une guerre passée, plus proches des éclaireurs de la guerre des boueurs que de participants à une campagne militaire moderne. Leur absence de radio, leur équipement minimaliste, leur refus d'utiliser des hélicoptères, sauf en cas d'absolue nécessité, tout cela, à ses yeux, prouvait un sous-développement tactique. Avant de rejoindre la patrouille SAS, il l'avait dit crûment lors d'un briefing de liaison américain à Long Binh. « Ce sont de bons troupes de reconnaissance, bien sûr, mais ils ne sont pas doctrinaux. Je ne modéliserai pas une armée sur eux. Ils sont trop isolés, trop individualistes. » Quelqu'un dans la salle avait ri et dit « Vous verrez, colonel, ils ne suivent pas la doctrine, ils la réécrivent dans le bush. » Lancaster ne rit pas. Il respectait la hiérarchie, la structure et la prévisibilité. Il croyait au commandement et au contrôle.
L'idée que 5 hommes puissent disparaître en territoire ennemi sans soutien aérien, sans repli d'artillerie, sans même un plan de médevac correct, ce n'était pas du courage, c'était du risque. Et ainsi, quand il les vit pour la première fois, 5 Australiens couverts de boue, dépouillés d'insignes, sans casque, ne portant que ce dont ils avaient besoin, il catalogua cela non comme une innovation, mais comme un pari. Son esprit calcula des pourcentages de risque, leurs chances de survie, l'absence d'un réseau opérationnel avancé. Il ne portait même pas de sangles réglementaires, juste des bandes de toile et de rubans adhésifs. L'un d'eux avait des bottes découpées pour l'écoulement de l'eau, un autre n'avait pas de munitions de rechange visibles. Pour Lancaster, cela semblait imprudent. Pour la patrouille SAS, c'était la liberté. Mais cette différence de mentalité ne deviendrait claire que beaucoup plus tard. Pour l'instant, il garda ses pensées pour lui. Il était là pour observer, pas pour commander. Pourtant, même en les suivant plus profondément dans la lisière, une partie de lui croyait encore qu'ils seraient vindiqués, qu'éventuellement, ils auraient besoin du système, de la machine, de la routine. Il n'avait aucune idée qu'en 4 jours, il abandonnerait cette équation entièrement. Non par échec, mais par quelque chose de pire, l'irrélevance. Ils ne ressemblaient pas à des soldats d'élite. 5 hommes, visages non rasés, striés de camouflage, de sueur et de terre. Chemises déboutonnée, manches roulées. Ruban vert enroulé autour des bottes et des armes. L'un d'eux avait scié la moitié du canon de son L1A1, comme pour se moquer de la géométrie sacrée du matériel standard. Un autre marcha pieds nus pendant les 100 premiers mètres, ne remettant ses bottes qu'une fois que la jungle eut avalé la dernière trace de la base derrière eux. Pour le colonel Lancaster, c'était l'équipe la plus étrange qu'il ait jamais rencontrée. Personne ne donnait d'ordre à voix haute, personne ne tenait le poing longtemps. Il se déplaçait simplement, une ombre se fondant dans la suivante. Et pourtant, il continuait à regarder autour de lui, attendant le reste de l'unité. Après 10 minutes de marche, il demanda enfin « Alors, où est votre RTO, votre équipe de soutien-feu » L'éclaireur de tête, un homme nommé Wills, mince et calme, avec une voix comme des feuilles sèches, tourna légèrement la tête et dit « Vous le regardez, sœur ?» Lancaster cligna des yeux. Pas de radio, pas de soutien. Il jeta un nouveau regard aux armes. Un L1A1 avait sa crosse en bois enveloppée de bandes élastiques. Un autre homme portait un pistolet mitrailleur Owen de la Seconde Guerre mondiale. Pas de grenades accrochées à leur ceinture, pas d'équipement de rechange, pas de carte visible. Juste 5 hommes et la jungle. Il nota tout mentalement. Pas de com, pas de QRF, pas de backup, pas de queue logistique. Sa doctrine hurlait, sa formation lui disait que c'était du suicide. Mais ces hommes ne marchaient pas comme s'ils improvisaient. Ils se déplaçaient comme s'ils avaient déjà répété cet itinéraire dans leur tête, comme si la jungle était leur maison et lui l'invité, un intrus maladroit, bien nourri, traînant derrière avec des bottes propres et un air perplexe. Et pas un seul d'entre eux n'expliqua quoi que ce soit. Pas de briefing, pas de phase d'orientation, juste le pas suivant, et le suivant, et le suivant. À midi, Lancaster était trempé de sueur, ses chaussettes gorgées d'eau, son sac plus lourd à chaque liane qu'il écartait. Les Australiens, eux, n'avaient pas rompu le rythme. Ils marchaient comme des machines, mais pas mécaniques, prédateurs, comme des créatures construites pour cet environnement. À un moment, Lancaster tenta d'affirmer un peu de contrôle. « Avons-nous une position de repli marquée ?» Silence. Puis Wills. « Les replis, c'est pour quand on vous a vu, sœur. » Ce n'était pas de l'arrogance, c'était quelque chose de plus profond, un mépris pour toute la prémisse du sauvetage, comme si avoir besoin d'aide signifiait qu'on avait déjà échoué la mission. C'est alors que cela le frappa, non comme une pensée, mais comme un sentiment. Ces hommes n'opéraient pas autour de la jungle, ils la devenaient. Et pour la première fois depuis son arrivée au Vietnam,
le colonel Lancaster se sentit comme l'étranger. Pas le commandant, pas l'expert, juste un homme avec trop d'équipement, trop de questions et une longue marche devant lui. Au deuxième jour, la jungle était entrée dans ses vêtements, dans ses poumons, dans ses os. Le colonel Lancaster avait depuis longtemps cessé de regarder sa montre. Le temps dans le bush ne se mesurait pas en heures, mais en battements de cœur entre les sons, en poids de sueur imprégnant le sac, en tremblements des jambes non pas de peur, mais d'épuisement déguisé en rythme. Les Australiens ne parlaient pas une fois. Pas d'ordre chuchoté, pas de « halte ici ». Tout était des mains, à peine des gestes, doigts pointants, paumes levées, un mouvement de tête. Et pourtant, tout fonctionnait. Lancaster essayait de suivre, mais sa respiration le trahissait. Il était bruyant, non en volume, mais en présence. Le genre de bruit que les animaux entendent avant même que vous ne réalisiez que vous êtes déplacé. La patrouille marchait en file indienne, espacée, aucun homme à portée de bras du suivant. Aucune empreinte ne se répétait. Le chemin qu'ils taillaient aurait aussi bien pu être invisible. Et puis, cela arriva. Ils s'arrêtèrent dans un bosquet. Silence. Pas d'oiseaux, pas de vent. Lancaster s'appuya contre un arbre, poitrine haletante, moustiques dansant autour de ses oreilles, se régalant. Il les chassa sans réfléchir. L'un des Australiens, un soldat sec, aux yeux comme de la pierre et au visage peint en noir de charbon, se tourna lentement et le fixa. Pas en colère, juste déçu. Ce regard blessa plus que n'importe quelle réprimande qu'il ait reçue dans sa carrière. Les bottes de Lancaster faisaient du bruit en marchant dans l'eau. Son équipement était encombrant. La radio dans son sac, modèle standard, se déplaçait à chaque pas, s'accrochant aux branches, métal cliquetant contre métal. Les Australiens, rien. Même leurs fusils étaient silencieux, pas de cliquetis, pas de balancement, juste des extensions du bras, comme des lances ou des griffes. Il avait été formé à survivre dans la jungle. Eux s'y étaient adaptés. À un moment, il glissa sur une racine, juste une petite chute, mais l'équipe s'arrêta net, comme si quelqu'un avait tiré un coup de feu. Personne ne l'aida à se relever, personne ne dit un mot. Le message était clair. Tu es maintenant un handicap. Le silence enseignait plus que n'importe quel cours. Il était brutal, humiliant et efficace. Dans le monde d'où venait Lancaster, les soldats étaient loués pour la clarté de la voix, la rapidité du commandement. Dans ce monde, le son était un avertissement, le bruit était la mort. Il commença à remarquer ce qu'eux remarquaient, la fougère brisée qui n'avait pas encore bruni, le changement dans les motifs d'insectes, la baisse de pression atmosphérique, la façon dont les oiseaux se taisaient avant que l'ennemi n'arrive. Jamais. L'un des hommes cueillit une feuille d'un buisson, l'écrasa doucement entre ses doigts, puis hocha la tête. Pas d'explication, juste du mouvement. Lancaster suivit, maintenant plus prudemment, essayant de devenir plus petit, moins présent. La jungle n'était plus un décor, elle était le champ de bataille, le professeur, le miroir. Et elle se fichait du grade. Au troisième jour, le colonel Lancaster avait cessé d'essayer de comprendre l'itinéraire. Il ne consultait jamais une carte, ne s'arrêtait jamais pour trianguler ou référencer une grille. La jungle elle-même, ses motifs, ses silences, ses odeurs, étaient leur boussole. Au début, Lancaster pensa que c'était de l'arrogance. Maintenant, il n'en était plus sûr. Cela commença par les oiseaux. Un moment, la jungle bourdonnait de vie, cigales, bruissements de feuilles, appels de perroquets lointains. Le moment suivant, rien. Un silence non de paix, mais d'absence, comme si quelque chose était entré dans la forêt et que tout le reste s'était écarté pour lui faire place. La patrouille se figea. Pas de mots, juste de l'immobilité. Wills, le chef de patrouille, leva lentement un doigt, puis pointa vers la canopée au-dessus. Ses narines se dilatèrent légèrement. Ce fut le seul mouvement.
Lancaster tendit ses sens. Il n'entendit rien d'inhabituel, ne vit rien. Puis il le capta. Faible et aigre, presque noyé par la terre et la pourriture, fumée de cigarettes. Quelqu'un à proximité, sous le vent, imprudent, nerveux. Wills ne réagit pas avec panique. Pas d'appel radio, pas de signal manuel pour une attaque. Au lieu de cela, il se tourna et dirigea silencieusement l'équipe en un large arc vers un terrain plus élevé. Pas de bruit, pas de précipitation, comme une meute de prédateurs se déplaçant non pour combattre, mais pour comprendre. Lancaster suivit, perplexe. Dans sa formation, un contact signifiait action. Fixer l'ennemi, appeler un soutien aérien, coordonner l'artillerie, engager. Mais les Australiens ne chassaient pas un accrochage. Ils observaient une erreur se dérouler. En se rapprochant, Lancaster aperçut des formes ombrées en uniforme vert, des mouvements, des armes. Une petite unité NVA, peut-être 6 ou 7, rassemblée près d'un sentier de gibier, parlant, fumant, détendu. Les Australiens ne parlèrent pas. Ils fondirent dans le bush. L'un grimpa à un arbre, un autre derrière un amas de racines. Lancaster cligna des yeux et ils avaient disparu. Il se tourna, attendant des ordres. Aucun ne vint, juste un regard calme de Wills qui leva 3 doigts, puis tapa sur son poignet. 3 minutes, attendre. Le pouls de Lancaster s'accéléra. À Long Bin, cette situation aurait déclenché toute une chaîne de réponses, coordonnées, demandes de soutien, références de grille. Ici, juste silence et patience. Et puis, aussi soudainement, les Australiens s'éloignèrent, non vers l'ennemi, mais autour, large et lent. Non parce qu'ils avaient peur, mais parce qu'ils n'avaient pas besoin du kill. Ce n'était pas la mission. La cigarette avait été l'avertissement, non l'opportunité. De retour à une distance sûre, Wills parla enfin. « Ils ne nous cherchaient pas. Pas besoin de leur faire savoir qu'on est là. » Lancaster hocha la tête, mais une partie de lui recula. Tant de formation, tant de doctrine lui disant de dominer le terrain, non de l'éviter. Pourtant, ce qu'il venait de voir était un contrôle d'un ordre supérieur. Celui qui ne laissait ni corps, ni traces, ni douille. Seulement de la confusion, seulement de la peur, seulement des questions. Ils ne l'annoncèrent jamais. Pas d'ordre, pas de compte à rebours, pas de plan exposé devant le colonel Lancaster. Juste un changement de rythme, à peine perceptible, comme la jungle retenant son souffle. Cela commença par une légère inclinaison de tête, une pause dans le pas, un regard passé d'homme à homme plus vite qu'un murmure. C'était ça, c'était le signal. La patrouille se dissolut dans le sous-bois. Lancaster s'accroupit bas, incertain de ce qui l'avait déclenché. Il n'avait rien entendu, rien vu. Mais les Australiens avaient disparu. Un moment, ils étaient à côté de lui, le suivant, ils étaient des ombres parmi branches et lianes. Les secondes passèrent. Puis vint la frappe. 3 coups, précis, espacés, définitifs. Pas une rafale, pas une panique, juste la ponctuation froide de la compétence. Chaque tir une décision, chaque cible déjà étudiée, évaluée et effacée. Pas de cris, pas de célébration, pas de chaos. Juste le silence revenant comme un rideau qu'on tire sur la scène. Lancaster resta immobile, abasourdi. Sa formation l'avait préparé aux accrochages, au crépitement des radios, au rugissement des gunships, au hurlement de l'artillerie. Une guerre de bruit et de force. Mais ce n'était pas la guerre, c'était une suppression. Les SAS ne combattaient pas, ils effaçaient. 15 secondes après le premier coup, la patrouille réapparut, un par un, calme, respiration régulière. Pas un mot. Wills s'agenouilla près d'un des corps, un pointeur NVA qui s'était trop approché du bord d'un ruisseau sec. Il vérifia l'arme, puis couvrit le corps de quelques feuilles. Pas de pillage, pas de trophée, juste disparition. Lancaster avança, encore incertain de ce qu'il devait dire. « On le signale » demanda-t-il. Wills ne leva pas les yeux. « Pas besoin,
Ils ne trouveront pas le reste de l'escouade maintenant. On vient juste d'acheter du temps pour quelqu'un d'autre. Lancaster cligna des yeux. Ce n'avait même pas été leur mission. La patrouille ne chassait pas cette unité. Ils avaient juste agi, précisément, silencieusement, pour neutraliser une menace qui aurait pu compromettre une autre équipe. Des jours plus tard, pas de demande d'approbation, pas de traces papier, pas de confirmation de kill, pas de drame. Seulement de l'intention. Lancaster regarda en arrière le chemin parcouru. La jungle avait déjà commencé à réclamer la scène. Feuilles remuées, vent soufflant, les empreintes s'effaçant. Les hommes bougeaient déjà de nouveau. Et comme ça, la guerre continua. Non en explosion, non en nombre, mais en disruption silencieuse, chirurgicale et invisible. Au moment où le colonel leva sa radio pour rapporter ce qu'il avait vu, il n'y avait plus rien à rapporter. La bataille s'était terminée avant d'avoir commencé. Le matin final de la patrouille, la jungle s'était un peu adoucie. La pluie s'était retenue, la lumière perçait en faisceaux atténués. Pour la première fois en jour, le colonel Lancaster sentit qu'il pouvait enfin respirer. Il se dirigeait vers une crête, silencieux comme toujours, formation inchangée. La mission, quelle qu'elle fût, semblait accomplie. Personne ne l'expliqua, personne n'en avait besoin. Il n'y avait pas de débriefing dans ce monde, juste le sentiment que le travail était terminé. Lancaster portait une question dans sa poitrine depuis le jour où ils avaient quitté Nouidat. Elle finit par sortir. Quel est le plan d'extraction ? C'était une simple demande, protocole standard dans son monde. Aucune patrouille n'était complète sans stratégie de sortie. Coordonnées d'hélicos, zones de repli, points de rassemblement secondaires, couverture d'artillerie. Le plan était l'épine dorsale de l'opération. Wills ne s'arrêta pas de marcher, il ne se retourna même pas. « On n'extrait pas », dit-il platement. « On marche. » Lancaster s'arrêta net. « On marche ?» Cela ne sonnait pas comme de l'arrogance, ce n'était pas de la bravade, c'était politique, doctrine, philosophie. En 4 mots, Wills avait démantelé la moitié de ce que Lancaster croyait nécessaire au fonctionnement d'une armée moderne. Il ne faisait pas confiance à l'extraction, ne comptait pas sur le soutien aérien. Pas de Medevac, pas de parapluie d'artillerie, pas de QRF attendant de fondre pour sauver. Pour les SAS, ces choses n'étaient pas des filets de sécurité. C'étaient des points faibles, des dépendances, des béquilles. Des choses qui vous rendaient plus bruyant, plus lent, plus visible. Pour Lancaster, c'était impensable. Mais en regardant les 5 hommes devant lui, sac léger, yeux alertes, corps affinés par le mouvement et la précision, il réalisa quelque chose. Ils n'étaient pas préparés à être secourus. Ils étaient préparés à ne jamais en avoir besoin. Il n'y avait pas de « si les choses tournent mal » dans leur vocabulaire. Juste ne pas être vu, ne pas être entendu, ne pas être trouvé. Lancaster avait passé sa carrière à construire des systèmes qui assumaient que l'échec était toujours au coin de la rue, que la sécurité venait d'un soutien superposé et d'une communication constante. Les SAS avaient fait l'opposé. Ils avaient transformé la survie en responsabilité personnelle, non en structure de commandement. Pour eux, chaque once d'équipement était un choix, chaque son une responsabilité, chaque pas devait se justifier. Et soudain, Lancaster comprit pourquoi ils ne portaient pas de radio, pourquoi leurs fusils semblaient massacrés, pourquoi leurs yeux ne cessaient jamais de scanner. Ce n'étaient pas juste des soldats, c'étaient des plans d'évasion avec de la peau. Ils ne patrouillaient pas, ils disparaissaient. Plus tard, de retour au périmètre de Nouidat, un camion attendrait pour ramener le colonel à Long Binh. Wills et les autres ne monteraient pas, ils disparaîtraient simplement dans le maquis, une autre mission déjà en cours. Lancaster monta à l'arrière du véhicule, silencieux. Ses bottes étaient déchirées, son arme de côté rouillée de sueur, sa carte inutile. Il regarda une dernière fois la lisière des arbres, mais il n'y avait rien. Ils étaient déjà partis.
Le trajet de retour à Long Binh sembla plus long que la patrouille. Le camion cahotait sur la route de latérite, soulevant une poussière rouge qui recouvrait tout, ses bottes, sa peau, les plis de son carnet. Le colonel Lancaster était assis en silence, bras posés sur les genoux, regardant la jungle s'éloigner dans le rétroviseur latéral comme un fantôme qui s'estompait. À son arrivée au quartier général américain, c'était comme si la guerre avait été réinitialisée. Le chaos des bloc-notes, des ordres criés, du bavardage radio entrant et l'odeur de café chaud et de gasoil l'accueillirent comme un vieil ami. Les cartes étaient toujours épinglées au mur, flèches tracées en couleurs vives, zones, objectifs, boîtes de quilles. Mais quelque chose en lui avait changé. Il se tint devant la grande carte murale, celle que chaque officier passait au moins une douzaine de fois par jour, et se contenta de fixer. Elle était couverte d'épingles, de lignes et de symboles codés, route en rouge, zone d'atterrissage d'hélicoptères en bleu, couverture d'artillerie en vert. Tout semblait propre, trop propre. Il chercha la province de Phuoc Tuy, la zone qu'ils avaient patrouillée. Elle était marquée de quelques flèches fines, une limite de compagnie et une étiquette « Faible activité, contact limité ». Il manqua de rire. Ce qu'il avait vu dans ces forêts n'était pas une faible activité, c'était une guerre d'un autre genre, une qui n'avait pas d'icône, qui ne rentrerait dans aucune carte. Une guerre d'ombre où l'impact ne laissait pas d'empreinte, où une équipe de 5 hommes pouvait changer le destin d'un district entier et disparaître sans laisser de journal radio derrière. Un jeune lieutenant passa et dit « Sir, besoin d'un débrief écrit ?» Lancaster ne répondit pas. Il continua à fixer le mur. Plus tard, cette nuit-là, il s'assit à son bureau. Le formulaire était vierge devant lui, le rapport après action. La section demandait les métriques standards, force ennemie rencontrée, pertes infligées, pertes amies, munitions dépensées, leçons apprises. Il ne remplit qu'une seule section. Sous remarque, il écrivit « J'ai vu 5 soldats australiens accomplir en 4 heures plus que certains de mes bataillons en une semaine. Ils n'ont requis aucun soutien, n'ont donné aucun ordre et n'ont demandé aucune assistance. Ils n'ont pas demandé d'extraction parce qu'ils n'attendaient jamais l'échec. Leurs outils étaient le silence, la patience et l'instinct. Leur doctrine, s'ils en avaient une, était la survie sans permission. L'ennemi ne savait même pas qu'ils étaient là, moi, à peine. » Il s'arrêta d'écrire, baissa les yeux sur ses bottes encore couvertes de boue de jungle, puis regarda son arme de côté sur le bureau. Il ne l'avait pas sortie une seule fois pendant toute la patrouille. Avant l'extinction des feux, il murmura quelque chose à voix haute, à personne en particulier. « Nous nous entraînons à gagner avec la puissance de feu. Eux gagnent en n'étant jamais vus. »